Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Dans le 19h30, sprint final en Allemagne. À la veille des élections législatives, les partis se mobilisent. La CDU en danger. Angela Merkel vole au secours de son dauphin Armin Laschet, dépassé dans les sondages par le candidat du centre-gauche Olaf Scholz. Nous sommes en direct de Berlin avec Anne Maillet. En Suisse, le certificat Covid continue de diviser la société. Faudra-t-il l'utiliser pour aller skier ? Le débat est lancé. La plupart des domaines skiables n'en veulent pas. Le Royaume-Uni face aux conséquences du Brexit et de la pandémie. Le pays n'arrive plus à acheminer le carburant. Les files d'attente s'accumulent devant les pompes à essence. Le gouvernement appelle au calme. Ce moment de tradition avec la Désalpe de Charmey dans le canton de Fribourg. Et cette année encore, la descente des troupeaux de vaches en plaine s'est faite en petit comité. Et puis nous irons à Lausanne qui a retrouvé sa course populaire des 20 km, un parcours différent dans une ambiance intacte. À 24 heures des législatives totalement indécises en Allemagne, les partis mobilisent leurs troupes. Le candidat du centre-droit, Armin Laschet, donné perdant face au SPD Olaf Scholz, a pu compter sur Angela Merkel pour un meeting de la dernière chance. Jos van Reding. Hier soir à Munich, ce matin à Aix-la-Chapelle, Angela Merkel aura soutenu son collègue de parti, le conservateur Armin Laschet, jusqu'au bout. Une aide précieuse pour le candidat CDU qui affiche un léger retard dans les sondages sur les sociaux-démocrates. Cet ultime meeting doit donc convaincre les derniers indécis à voter pour la stabilité et contre la gauche. Elle veut sortir de l'OTAN, elle ne veut plus de cette alliance. Elle veut une autre république et c'est pourquoi moi je ne veux pas que la gauche siège dans le prochain gouvernement fédéral. C'est ça l'enjeu. Olaf Scholz incarne cette gauche, celle qui veut apporter le changement et sortir l'Allemagne de 16 ans de conservatisme. Nous avons besoin d'un nouveau départ pour l'Allemagne. Nous avons besoin d'un changement de gouvernement et nous voulons un gouvernement dirigé par le SPD. Pour remplir ces objectifs, nous avons besoin de partenaires favorables à nos mesures. Par exemple, nos sympathiques amis des Verts. Les sympathiques verts, eux, se verraient bien bousculer le traditionnel rapport de force gauche-droite pour se faire une place au gouvernement. Oui, c'est vrai, je n'ai jamais été chancelière ou bien ministre. Oui, c'est un risque de se diriger vers quelque chose de nouveau. Mais où est-ce que l'expérience de ce gouvernement nous a-t-elle menés ? Elle nous a menés dans une impasse. Le scrutin de demain est indécis. Le SPD est crédité de 25% d'intention de vote. CDU-CSU arrive à 22% et les Verts à 16%. Ainsi, une chose semble certaine, aucune formation n'aura la majorité absolue pour gouverner. Anne Maillet, les conservateurs de l'Union chrétienne-démocrate ont appelé Angela Merkel en renfort et ont fait campagne jusqu'au bout. Mais toute la question, vont-ils réussir à renverser la tendance pour remporter ce scrutin in extremis ? Eh bien ici, au siège de la CDU à Berlin, on a repris espoir ces derniers jours. Le score de l'Union chrétienne-démocrate promet d'être historiquement bas, mais l'écart s'est resserré cette semaine entre le camp conservateur d'Armin Laschet et les sociaux-démocrates d'Olaf Scholz. Apparemment, le petit coup de pouce d'Angela Merkel ces jours-ci a permis aux candidats conservateurs de remonter un peu la pente après cette campagne jalonnée d'erreurs et de malentendus, mais encore une fois, le Parti social-démocrate et les conservateurs sont désormais quasiment au coude à coude et il est donc absolument impossible de dire qui sortira vainqueur de ce scrutin demain, d'autant qu'un tiers des électeurs était encore indécis il y a quelques jours. La seule certitude, c'est que la formation du futur gouvernement allemand promet d'être longue et laborieuse. On va vers une coalition à 3 partis et non pas 2, ce qui est inédit en Allemagne. Donc Angela Merkel devra vraisemblablement rester encore quelques semaines, voire quelques mois à la chancellerie pour régler les affaires courantes. Merci beaucoup, Anne. Et la question climatique a été au centre des débats dans cette campagne. L'Allemagne a été endeuillée par de tragiques inondations, plus de 180 morts, des dizaines de milliards de francs de dégâts. Les sinistrés attendent désormais de l'aide pour financer la reconstruction. C'est la suite de notre série consacrée aux élections allemandes qui est signée Romain Boisset, Yvan Illy et Jacques Méry.
On la surnomme la Toscane de l'Allemagne. La vallée de l'Ar, un paradis transformé en enfer. La crue a dépassé les 7 mètres et a tout emporté. Désormais, les rues sont désertes. De nombreux habitants ont choisi de ne pas revenir. Ce n'est pas le cas de la famille Bongart. Dans leur maison, une moiteur étouffante. Alors il faut chasser l'eau et les souvenirs aussi. Naturellement, il y a toujours les images de cette nuit qui reviennent. On ne peut pas s'imaginer à quel point l'eau est montée. Plus de 3 mètres dans ce quartier, une crue record, conséquence directe du dérèglement climatique selon les chercheurs. Les sinistrés espèrent désormais une forte réponse politique dans un pays où les écologistes sont déjà bien ancrés. J'espère que cet événement fera réfléchir, et pas seulement au sein d'un parti, mais dans toutes les formations politiques. Tous les partis s'impliquent déjà pour la protection du climat et essayent de trouver des solutions. Je ne pense pas que cette catastrophe naturelle va changer grand-chose. Le climat est généralement déjà une priorité. La vallée de l'Ar a été la région la plus touchée. Ici, 70% des bâtiments ont été endommagés ou détruits, 60 ponts emportés, tandis que 180 km de routes et de rails restent impraticables. Au total, à l'échelle de l'Allemagne, les dégâts avoisinent les 30 milliards de francs. Alors l'État a promis son soutien pour financer la reconstruction. Des aides attendues de pied ferme par Peter Krischel. Le vigneron a perdu des pans entiers de son vignoble. C'est horrible, ça nous touche en plein cœur. Il faut savoir que maintenant, il faudra attendre au moins 5 ans pour une nouvelle récolte. Et les eaux boueuses se sont engouffrées partout. Quelques bouteilles ont résisté, mais 60 000 litres de vin ont été perdus. Privés de revenus, les vignerons ont lancé une campagne de financement participatif, indispensable pour louer le matériel qui servira aux prochaines vendanges. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu que 5 000 € d'aide, alors que les dégâts sont estimés à 4 millions d'euros rien que pour notre cave. On sait que d'autres aides arriveront, mais nous en avons besoin de manière rapide et non bureaucratique. Dans la ville voisine, Jörg et Linda se tournent aussi vers l'avenir. Leur restaurant a été entièrement détruit, alors le couple s'apprête à reprendre un nouvel établissement, avec l'espoir que cette catastrophe influence les futurs choix politiques. Les politiciens sont venus sur place, ils ont vu ce qui s'est passé ici. Je ne sais pas si ça influencera leurs décisions dans l'immédiat, mais ils auront de toute façon ces images en tête et c'est important qu'ils s'en souviennent. La vallée de l'Ar portera encore longtemps les stigmates de la tragédie. 134 de ses habitants sont morts, un drame qui continuera de hanter la mémoire des Allemands. En Suisse, environ 3000 personnes ont défilé dans les rues d'Uster, près de Zurich, cet après-midi. Une manifestation anti-Covid autorisée par la police. Elle s'est déroulée dans le calme. Des opposants à ces manifestants se sont aussi réunis sur le parcours pour signifier leur soutien à la politique du Conseil fédéral. Et faudra-t-il utiliser le pass sanitaire pour skier cet hiver? Le président de la conférence des directeurs cantonaux de la santé, Lukas Engelberger, s'exprimait à ce sujet début septembre, disant qu'il souhaitait rendre obligatoire le certificat Covid pour accéder aux pistes. Depuis, le débat est lancé. La plupart des domaines skiables ne veulent pas en entendre parler. Flore Ducet, Cédric Jordan. Faudra-t-il présenter son passeport sanitaire pour accéder aux pistes de ski cet hiver? La question agite tout l'arc alpin. Le gouvernement autrichien a annoncé cette semaine qu'il l'imposerait. Ailleurs, les discussions sont en cours. C'est aussi le cas en Suisse. L'Association des remontées mécaniques suisses a établi des scénarios. Elle est en contact étroit avec les autorités et informera dès que les résultats seront disponibles. Mais Alain Berset le laissait entendre hier en conférence de presse. Une chose semble déjà certaine. Ce qui paraît clair dans tous les cas, c'est que le certificat, s'il est utilisé dans les restaurants par exemple, ça sera évidemment le cas aussi pour les restaurants d'altitude. Il n'y a pas de raison là de faire de différence. Passe obligatoire donc dans les restaurants des domaines skiables, mais rien n'est encore décidé pour les remontées mécaniques. Et même si la station grisonne de Fideris a pris les devants et annoncé que l'accès à ces installations passera par le pass, la plupart des stations y sont opposées. C'est le cas à Verbier. Imaginez un skieur devoir enlever ses gants, mettre les skis de côté, montrer son QR code et puis imaginez que d'un coup il ne puisse pas passer. Derrière vous avez des bouchons après avec les files d'attente. On aimerait que ça soit la même chose que dans les transports publics, donc le masque dans les véhicules fermés. Puis je crois que ça fera l'affaire parce qu'on sait que dehors le danger n'est pas très élevé.
Pour Téléverbier, il faut donc reconduire les conditions posées pour l'ouverture des stations l'hiver dernier. Port du masque et respect des gestes barrières. Et c'est aussi l'avis de ce médecin. Elle estime que le certificat Covid tout seul ne suffit pas. Le pass sanitaire peut transmettre une fausse sécurité si les personnes qui sont vaccinées et qui ont des symptômes vont dans un endroit où il y a beaucoup d'autres personnes qui ne mettent plus le masque, qui ne respectent plus les mesures d'hygiène. Il y a effectivement un risque de transmettre le virus. Il faut vraiment que nous combinions ces différentes mesures pour éviter qu'il y ait des nouveaux foyers qui naissent. Comme l'an dernier, on pourra donc skier en Suisse cet hiver. Reste à savoir à quelles conditions. Au Royaume-Uni, des stations essence ferment à cause de problèmes de livraison liés au Brexit et à la pandémie. Ces difficultés d'approvisionnement sont dues au manque de chauffeurs routiers dans le pays. Le gouvernement appelle au calme et cherche des solutions d'urgence. Tristan Dessert. Des stations-service fermées, des mesures de rationnement et de longues files de voitures qui attendent de pouvoir se ravitailler. Depuis quelques jours, de nombreux Britanniques ont du mal à remplir leurs réservoirs. C'est ridicule, n'est-ce pas? Regardez, c'est vide. Comment je vais aller travailler lundi matin? J'en peux plus. Je suis déjà allé dans 3 stations-service. Aux sources du problème, les circuits d'approvisionnement en carburant sont fortement perturbés par manque de chauffeurs poids lourds. 2 causes principales. La crise du Covid a interrompu les formations. Et depuis le Brexit, les étrangers venant de l'Union européenne doivent désormais disposer d'un visa pour travailler au Royaume-Uni et des milliers de chauffeurs routiers ont quitté le pays. Bien sûr, il y a des enjeux politiques à l'œuvre, mais il y a aussi l'enjeu de faire en sorte que les Britanniques puissent acheter leur nourriture et leur essence. Et même dans ce contexte politique autour du Brexit, le gouvernement doit simplement accepter qu'à court terme, nous avons vraiment besoin de chauffeurs étrangers pour nous aider. En plus de l'énergie, le secteur de l'agroalimentaire est également touché. Le gouvernement britannique devrait annoncer l'attribution de 5000 visas temporaires. Il veut aussi encourager plus de citoyens britanniques à passer leur permis poids lourd. Le pays aurait besoin de 100 000 chauffeurs supplémentaires. Des milliers d'Afghans fuient chaque jour leur pays depuis la reprise du pouvoir par les talibans. Ils se dirigent vers le Pakistan voisin, mais les autorités contrôlent les entrées et tentent de contenir l'afflux de réfugiés. Il y aurait à ce jour 3 millions d'Afghans au Pakistan, dont la moitié en situation irrégulière. Sonia Ghezali. Torkham, dans le nord-ouest du Pakistan. C'est l'un des points de passage clé vers l'Afghanistan. Depuis que les talibans ont pris le pouvoir, le 15 août dernier, leur drapeau flotte à la frontière. C'est par là que chaque jour, des centaines d'Afghans fuient leur pays. Turiolai Wahidi vient de traverser la frontière avec son épouse et ses enfants. Il était chauffeur pour l'ONU à Kaboul. J'avais très peur pour ma sécurité parce que je travaillais pour les Nations Unies. Dans notre voisinage, les talibans sont allés perquisitionner certaines maisons la nuit. Ils ont posé des questions aux résidents, ils leur ont demandé ce qu'ils faisaient comme travail. Ma fille a tout vu. Adia est terrorisée par les fondamentalistes religieux. J'avais tellement peur. Toutes les femmes là-bas ont très peur. Elles restent à la maison, elles n'osent pas sortir même pour aller au bazar. Il y a des talibans partout. Ils n'autorisent même pas les femmes à avoir accès à l'éducation. Certains Afghans ne partagent pas le même avis. Comme ce chauffeur de camion, il dit transporter plus sereinement sa marchandise au Pakistan. Depuis que les talibans ont pris le pouvoir, il y a de bons changements. Nous pouvons maintenant rouler la nuit parce qu'il n'y a pas de voleurs sur le chemin. Il n'y a plus de problème de sécurité. Et la police ne nous raquette plus. Nous n'avons plus à donner des bakshish. Avant, on devait donner jusqu'à 10 000 roupies, 55 francs suisses, pour pouvoir passer. Le Pakistan veut éviter l'afflux de migrants afghans que le pays a connu au cours des 40 dernières années de guerre en Afghanistan. Il y aurait à ce jour déjà 3 millions d'Afghans au Pakistan, dont la moitié en situation irrégulière. Dans ce quartier de la capitale, les réfugiés afghans sont nombreux. Abdurrahim a immigré il y a 40 ans au Pakistan où l'intégration est impossible, dit-il. Les Afghans ne peuvent pas enregistrer de carte SIM à leur propre nom et nous ne pouvons pas louer de maison ni ouvrir de compte bancaire. Nous n'avons jamais pu avoir de carte d'identité
Nos enfants ne sont pas admis à l'école. Pour s'inscrire, une carte d'identité est obligatoire. Abdourahim n'échangerait pourtant pas sa vie clandestine et précaire ici contre une vie en Afghanistan sous le régime taliban. L'activiste afghane Zarifa Ghafari, réfugiée en Allemagne après la reprise de son pays par les talibans, était cette semaine de passage en Suisse. De Genève à Berne, en passant par Sion, elle alerte sur la situation désastreuse en Afghanistan. Chloé Gaër-Torrent. Il y a 2 mois à peine, Zarifa Ghafari était maire d'une ville près de Kaboul, libre, indépendante. Mi-août, tout bascule avec le retour des talibans. La jeune femme doit fuir son pays, cachée au fond d'une voiture. Ce n'est pas facile, croyez-moi. C'est comme si vous deviez tuer votre cœur, vos émotions, éteindre tous les sentiments d'un être humain. Cette émotion que Zarifa Ghafari a dû enterrer au fond d'elle, elle parvient à la transmettre aux élèves, bouleversés par tant de droits bafoués. Tel que se promener dans la rue, avoir une éducation. Et ça me touche. Ça me touche énormément, ça m'énerve, ça m'agace et ça me révolte. Pour son discours à l'ONU lors de la Journée internationale de la paix, Zarifa Ghafari a choisi un habit traditionnel afghan pour montrer que son pays, c'est la couleur, pas le noir des burqas. Je suis là pour vous dire que nous n'allons pas accepter ces conditions. Que nous, femmes afghanes, nous n'allons en aucun cas nous laisser oppresser. Nous devons négocier, nous devons parler, poser nos exigences aux talibans. Ils ne peuvent pas gouverner sans les femmes, les médias, les militants pour les droits sociaux, tous ceux qui représentent les droits humains. De la Genève internationale au couloir feutré du palais fédéral, l'activiste afghane veut recueillir le maximum de soutien. Malheureusement, tout va très vite, on s'habitue à tout très très vite. Et demain, pour nous, ce qui se passe en Afghanistan, ma foi, ce ne sera pas bien, mais ce sera normal. Alors qu'aujourd'hui, c'est encore pas normal, nous sommes encore dans l'indignation. Et je pense que c'est pour ça que maintenant, on doit essayer de faire le maximum. Je représente ma génération et les femmes de mon pays. Je n'aimerais pas mourir comme une émigrée. J'adorerais rentrer à la maison et servir mon peuple au cœur même de mon pays. Pour l'instant, Zarifa Ghafari doit poursuivre son combat à distance. Prochaine étape, le Portugal, puis le Brésil. Il y a différentes manières de lutter contre la précarité. Pour venir en aide aux femmes les plus démunies, Genève vient d'installer 53 distributeurs de protection hygiénique gratuite dans ses locaux. Mélanie Benet. Des serviettes hygiéniques gratuites. La ville de Genève vient d'installer 53 distributeurs un peu partout dans ses établissements. Ici, c'est dans une maison de quartier, mais on en retrouve aussi dans des bibliothèques, musées, centres sportifs et surtout dans des lieux qui accueillent des femmes en situation de précarité. La précarité menstruelle ne touche pas que les jeunes, malheureusement. Il faut élargir, disons, surtout le débat et la possibilité d'avoir accès à ces produits. Dans son projet pilote, la ville soutient aussi des associations. Depuis 2 ans déjà, Femmes à bord distribue serviettes et tampons. Là, on a la nouvelle machine que la ville a installée. Du coup, avec les protections en distribution comme ça, c'est plutôt une bonne info et agréable de savoir qu'on sait que si on a nos règles, on sait où aller en chercher quoi, sans payer. Parce que les règles, ça a un prix. 4 500 francs dans une vie, c'est environ 10 francs par mois. Une somme non négligeable pour celles qui sont déjà dans le besoin. Femmes à bord distribue entre 15 et 20 paquets par semaine. C'est la requête la plus fréquente. Ce coup de pouce de la ville est salué. Très contente de voir qu'enfin, on donne une visibilité aux règles et on donne une visibilité aux femmes. Toute femme, une femme en situation de précarité comme une étudiante qui ne peut pas se les payer. Et puis du coup, il y a une forme de reconnaissance. Elles sont contentes. Si à Genève, l'offre s'adresse clairement aux femmes dans la précarité, ailleurs en Suisse romande, des projets similaires ont été acceptés. Principalement dans des établissements scolaires du canton du Jura, de Fribourg et de Vaud. Dans ce dernier, 7 lieux de formation sont déjà équipés. Par contre, en Valais et à Berne, les projets de distributeurs gratuits ont été rejetés. Ce qui n'empêche pas certaines écoles ou communes de proposer leurs propres initiatives.
Dans le canton de Fribourg, c'est le rendez-vous à ne pas manquer, la traditionnelle des Alpes qui rythme l'automne. Mais cette année encore, la transhumance des troupeaux de vaches s'est faite sans la foule des grands jours. Reportage à Charmey, Anna Schlepfer. La des Alpes de Charmey, c'est une joyeuse cacophonie faite de cloches et de sabots, ponctuée par quelques moments suspendus. Mais c'est surtout une tradition incontournable qui célèbre le retour en plaine du bétail après un été à l'alpage. Et pour Gérard Bilan, le frisson est toujours là, même avec plus de 30 des Alpes dans les jambes. Oh, c'est beau ça. C'est émouvant, ouais. Mais on est content de descendre. Avant l'émotion, c'est la préparation. Hier après-midi, on bichonne le troupeau à l'eau chaude pour qu'il soit le plus beau possible. J'ai repéré en déplaçant le troupeau toutes ces dernières semaines. Celle-ci, justement, c'est lui qui est tout le temps devant. Puis en plus, elle a des belles cornes. Alors, je pense qu'elle demain, elle portera fièrement le sapin. Fête populaire mais chahutée par la crise sanitaire. Depuis 2 ans, les des Alpes ont dû renoncer à leur public dans le canton de Fribourg. Trop de contraintes pour imaginer une manifestation de plus grande ampleur. Aujourd'hui, seuls les habitants de Charmey étaient conviés à y assister. C'est frustrant de devoir annuler cette des Alpes comme les autres en gruyère qui sont des moments très importants dans notre année. La des Alpes de Charmey, c'est environ 10 000 personnes qui se déplacent chaque année sur Charmey, avec bien sûr les hôtels qui sont très bien remplis et d'autres prestations touristiques après dans les restaurants. Il y a de l'animation qui se crée autour de la des Alpes. Résultat, le long des routes, les foules des grandes années ont laissé place à des comités plus clairsemés, venus quand même saluer les vedettes du jour. La des Alpes, c'est quand même l'aboutissement d'une belle saison. Ça fait un petit peu drôle quand il y a moins de monde, mais l'intensité y est quand même. En espérant que l'année prochaine, à l'intensité et au soleil radieux, s'ajoute le public retrouvé. Et après avoir été repoussé l'an dernier encore à cause du Covid, le grand retour aujourd'hui de la course populaire des 20 km à Lausanne. Une édition inédite avec des parcours revus et modifiés. Les coureurs et le public ont répondu présent. Reportage Hugues Buchard et Jessica Renaud. À quelques minutes du départ, derniers échauffements pour ces jeunes sportifs. Après plus d'1 an sans course populaire, ils ont tous le sourire. Je suis heureux en vrai d'aller courir comme ça, franchement c'est bien. Ça fait du bien parce qu'on peut enfin sortir et faire des activités. Oui, moi j'ai hâte de recourir et de voir ce que ça donne. Repoussée l'an dernier à cause du Covid, la manifestation a dû se réinventer en quelques mois. Désormais, c'est passe sanitaire pour aller au départ et à l'arrivée. Quant aux courses, elles ont lieu sur 2 semaines avec un nombre limité de participants, 8 000 cette année contre 26 000 en temps normal. L'organisation a aussi dû modifier le parcours, plus de passages en ville, mais un tracé le long du lac sur des chemins piétons. On n'avait plus l'aide des PCistes pour fermer les routes. C'est une aide très importante pour nous et ils ont été mobilisés pour les centres de vaccination, pour les EMS. Donc on a décidé de faire ça et puis les parcours sont très sympas également. Pour assurer des courses pendant 2 semaines, il a aussi fallu faire appel à plus de bénévoles. C'était plus difficile de trouver des volontaires à cause des conditions du Covid. L'engouement est toujours là et puis c'est toujours un plaisir d'accueillir ces enfants à l'arrivée. Moi j'adore ça, quoi. Allez, bravo, super, bravo. Cette année, c'est le grand retour du public. Même si les spectateurs sont moins nombreux qu'avant, ceux qui sont là sont heureux de pouvoir à nouveau encourager leurs proches. C'est beaucoup d'émotions pour toute la famille, c'est vrai de pouvoir les encourager puis qu'ils se donnent à fond. Bien sûr que ça fait plaisir. Après, on attendait peut-être un petit peu plus de monde. On n'a pas pu venir, donc on est des habitués, on va dire, de la course. Donc très contente d'être ici, en plus il fait beau. En fin de journée, c'est l'élite qui s'élance sur les 10 km. Après des mois sans course, c'est enfin l'heure de la compétition. Ça fait plaisir, il y a longtemps que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de compétition, personne ne sait vraiment où il en est. On s'entraîne toute l'année pour au final faire des compétitions parce que sinon ça n'a aucun sens pour nous. Les courses ont lieu jusqu'au week-end prochain. En triathlon, la Zurichoise Julie Déron a été sacrée championne d'Europe à Valence. Elle a remporté l'or sur la distance olympique avec 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. La vente directe a pris de l'ampleur avec la crise sanitaire, mais va-t-elle perdurer? Les petits producteurs locaux veulent y croire. Reportage au marché des produits du terroir de Courtemelon dans le Jura, Léa Gelmini. Fromage du Molaison, absinthe du Val de Travers,
Moutarde genevoise. Le marché des terroirs suisses a ouvert ce matin à Courtemelon. 120 producteurs de tout le pays pour les amateurs de produits typiques. Monsieur, un bout de saucisse à joie. La saucisse qui donne de la joie. Des produits de proximité que beaucoup de Suisses ont redécouverts avec la pandémie. Stéphane Chapuis estime faire 20% de ventes de plus depuis 2020. Beaucoup de gens se sont rapprochés justement des petits producteurs. Ils sont revenus un peu à la source. Alors une fois qu'ils sont venus et qu'ils ont goûté les produits régionaux, ils ont quand même trouvé une différence de qualité. Bien souvent, on est moins cher dans les petits commerces que dans les grandes surfaces. Anita et son mari sont propriétaires d'un domaine spécialisé dans les fruits. Durant le premier confinement, leur marché a été pris d'assaut. Là, elle est en confiture, il y a le chutney, il y a le vin cuit. C'était quand même une utopie que tout le monde reste ou revienne ou continue. Après, il est parti beaucoup de monde, mais il est resté une jolie clientèle fidèle à ses produits de terroir avec du goût et des choses typiquement faites chez nous. Le regain pour la vente directe pourrait s'inscrire dans la durée grâce à une prise de conscience des consommateurs. Je pense que c'est un trend à long terme, non pas dû au Covid, enfin révélé par le Covid, mais dû par d'autres phénomènes écologiques, environnementaux et changements climatiques. Les organisateurs du marché espèrent attirer 10 000 amateurs de terroir durant ce week-end. Autre moyen de soutenir une économie durable et de diminuer notre impact sur l'environnement, acheter des produits de seconde main. Les organisateurs de la journée de la seconde main en Suisse en ont profité pour rappeler les bienfaits de ce type de consommation. Yves Bussard, Chloé Stelet. Près de 500 enseignes ont participé aujourd'hui dans toute la Suisse à la deuxième journée nationale de la seconde main, comme ce magasin et atelier de réparation de Lausanne qui n'a pas des amplis de toute la matinée. Une vraie caverne d'Alibaba remplie d'objets revalorisés. Les machines à café, les aspirateurs, fer repasser, les mixeurs, les anciennes vidéos, c'est des choses qui sont anciennes, qu'on a cessé de réparer, qu'on ne peut plus trouver neuves. Et puis ils viennent chez nous chercher. Pour les clients de l'enseigne, réparer ces vieux appareils ou acheter des objets de seconde main est une évidence. On consomme trop dans notre société, donc s'il y a moyen de consommer moins et puis de plutôt faire réparer plutôt que de faire trop tourner les cycles de matière et d'énergie, c'est très bien. Moi, je suis encore d'une génération où on ne jetait pas trop. C'est pour ça que tout ce que j'ai d'ancien, de machines, de machin, je garde. Celui-là, je l'ai aussi. C'est quoi? C'est un four à raclette Koenig. Au Café des Patronnes, une boutique d'habits presque neuf, la coordinatrice de la Journée nationale de la seconde main souligne que ce mode de consommation reste encore très marginal. À l'heure actuelle, en Suisse, on estime que seuls 2 à 3% des biens de consommation courante proviennent de la seconde main. Ça veut dire que 98% de ce qu'on achète durant l'année en Suisse, on parle ici d'objets, sont achetés neufs. Et de ces 98% d'objets neufs, la moitié passe à la poubelle dans les 6 mois qui suivent l'acquisition. L'idée d'une telle journée est aussi de rappeler que plusieurs millions d'objets en état de marche dorment dans des caves. On aimerait bien inciter tous les gens qui ont ces objets dans leur cave justement à réfléchir, à les réinjecter dans l'économie circulaire, à prolonger la durée de vie de ces objets et à donner la possibilité à des gens qui peut-être ont des moyens moins élevés d'avoir accès à certains objets aussi. Un effort collectif vers un mode de consommation moins délétère pour la planète. Art Basel est de retour. La plus importante foire d'art au monde a démarré en début de semaine pour les professionnels et s'ouvre au public ce week-end. Reportage Séverine Ambrus. Des œuvres qu'on ne touche pas mais qu'on peut au moins approcher, ça change du numérique. L'art en présentiel est de retour à la foire de Bâle, presque comme si la pandémie n'était pas passée par là. 270 exposants et des collectionneurs pressés de retrouver enfin leur rendez-vous bâlois, comme ce couple anglo-indien. Cela faisait 1 an et demi que nous attendions parce que nous avions prévu de venir l'an dernier. Alors nous sommes très heureux d'être là. Pour Art Basel, il faudra faire avec l'absence de certains acheteurs asiatiques ou américains néanmoins retenus par la pandémie. La direction de la foire a pour la première fois de son histoire prévu un fonds de solidarité pour les galeristes dont le chiffre d'affaires en souffrirait. Mais la reprise est tout de même bien là.
Ce qu'on constate depuis l'ouverture, c'est que les œuvres se vendent. Et pas seulement au plus haut niveau, pas seulement les stars des grandes maisons de vente, mais aussi des œuvres vraiment conceptuelles présentées par de plus petites galeries. Ces premiers jours ont été incroyables. Les incertitudes de ces derniers mois se sont apaisées, dit aussi ce galeriste zurichois, ravi de retrouver ses clients en face à face. On voit justement qu'en fait, c'est très très important aussi pour les gens d'être ensemble, d'avoir une communauté et d'avoir cette expérience comme on a cette semaine. Si l'affluence à Bâle cette semaine démontre l'attachement des collectionneurs au présentiel, reste que la parenthèse due au Covid a accéléré la transition du secteur vers le numérique. La période, analyse cet expert, a vu la génération des collectionneurs baby-boomers se mettre aux ventes en ligne et puis le marché s'ouvrir à de nouveaux acteurs. Des personnes qui peut-être n'osaient pas entrer dans les salles de vente aux enchères, qui sont toujours assez intimidantes, et qui, derrière leur écran, ont pu accéder à certaines ventes. Des nouveaux collectionneurs avec de nouvelles habitudes qui pourraient bien s'imposer durablement et influencer les évolutions du monde de l'art bien au-delà de la pandémie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Claudia Mélangeois d'I-Savoie et puis votre émission Ça joue. Je vous retrouve demain. Très belle soirée sur la RTS. Suivez l'information en continu sur RTS Info.